Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur les derniers jours de campagne avant le premier tour, dimanche, dans la primaire de la gauche. Et c'est un duel à distance entre Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, tous deux en meeting à Paris. De son côté, Manuel Valls, au lendemain de l'incident de la gifle, brandit son image d'autorité. Sur les candidats, les rapports de force et la dynamique, le débat est à suivre. Et pendant ce temps, que se passe-t-il à droite? François Fillon, toujours droit dans ses bottes, même si les remarques sont de plus en plus nombreuses dans son propre camp. Certains parlementaires, les Républicains, lui demandent d'insuffler une note d'espoir dans son programme. Sur ce sujet, le match des idées opposera ce soir l'académicien Jean-Marie Roire à Hervé Lebras, chercheur et démographe. Enfin, l'entretien, mon invité va toujours plus loin dans l'ultralibéralisme, dénonce ses détracteurs. Mais que veut vraiment Agnès Verdier-Molinier? La directrice générale de l'IFRAP affirme que ces mesures sont le seul remède pour sauver la France. Vraiment? Le grand entretien tout à l'heure autour de son livre « Ce que doit faire le prochain président ». Voilà donc pour le programme, merci d'être en notre compagnie. Vos réactions avec le hashtag OVPL et tout de suite le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Aurélien Romano. L'homme qui a giflé Manuel Valls lors d'un déplacement hier à Lamballe en Bretagne a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général. Il a comparu sous la procédure du plaidé coupable, ce qui permet d'éviter un procès. L'ancien Premier ministre avait annoncé son intention de porter plainte pour le symbole. Il reçoit 1 euro symbolique de dédommagement. Bernard Cazeneuve. À l'heure de la primaire socialiste, le Premier ministre s'est posé en garant du débat démocratique lors de ses vœux à la presse. Vous me prêtez des sentiments pour les uns ou des préventions à l'encontre des autres que je n'ai pas. Parce que pour moi, la vie politique n'est pas une querelle d'ego. Et j'ai pour grande faiblesse d'avoir beaucoup de bienveillance à l'égard de ceux qui, dans la vie publique, débattent entre eux. Et j'ai tendance, naturellement, à mettre beaucoup d'espoir dans les échéances qui viennent et dans la qualité de ceux qui y concourent. Front National. Lors d'une visite de l'usine Forbach en Moselle, Marine Le Pen s'est félicitée de l'option d'un Brexit dur voulu par Theresa May et des prises de position de Donald Trump. En réalité, ils sont en train d'appliquer le programme de Marine Le Pen. C'est ça la réalité et ça marche très bien puisqu'en un tweet, Donald Trump a réussi à opérer et à obtenir plus de relocalisation aux États-Unis que M. Sarkozy et M. Hollande en 10 ans de mandat. Au Sénat. C'est l'un des derniers textes voulus par François Hollande, celui sur l'égalité réelle entre la métropole et l'outre-mer. Le gouvernement entend combler les écarts dans les domaines de l'éducation, la santé et le pouvoir d'achat. Le sénateur socialiste de Guyane espère que le texte va passer la barrière du Sénat, car certaines inégalités durent depuis trop longtemps. J'espère que nous arriverons à trouver de très bons accords pour inverser la tendance, parce que c'est de là qu'il s'agit. Lorsque dans nos territoires, je parle particulièrement de la Guyane, 15% de la population est privée d'eau potable alors que la Guyane c'est le pays de l'eau. Le terme Guyane même ça veut dire pays de l'eau. Eh bien c'est une véritable interrogation et ça interpelle l'État français qui est un pays qui a la Guyane sous sa responsabilité depuis 3 siècles et demi, bientôt 4 siècles. Ségolène Royal. En dépit du froid, il n'y aura pas de coupure d'électricité. C'est ce qu'assure Ségolène Royal, qui se félicite du bon rendement des énergies renouvelables. Les Français ont économisé l'énergie. Et ça, je voudrais les en féliciter, leur dire de continuer. Il faut continuer à économiser l'énergie. Pour la première fois cette année, il n'y a pas eu d'augmentation de consommation énergétique. Alors tous les ans, on avait une augmentation. Et dans l'actualité, derniers jours et dernières heures d'ailleurs de campagne avant le premier tour de la primaire de la gauche. Ce sera dimanche, une campagne éclair, on l'a souvent dit, et de nombreux meetings ce soir, en particulier un duel à distance entre Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Nous irons dans quelques instants rejoindre notre journaliste Oriane Mancini dans ses meetings parisiens. Mais d'abord, le débat sur ce paysage politique en pleine effervescence et on en parle avec nos invités ce soir. Judith Vintraud, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique au Figaro. Nous accompagne Jean-Daniel Lévy,
Lévy, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique chez Opinion, chez Harris Interactive. Face à vous, Michel Urvois, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Ouest France. Et nous accompagne Patrick Appel-Muller, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Humanité. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de détailler les rapports de force à gauche. À quelques jours, c'est dimanche, du premier tour. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Dernière ligne droite et dernier meeting pour faire la différence avant le premier tour de la primaire. Dans cette fin de campagne, Benoît Hamon tente de consolider sa percée dans les sondages pour perturber le duel annoncé entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Troisième homme surprise, Benoît Hamon concentre les attaques de ses adversaires sur sa mesure phare du revenu universel. Le candidat a dû gérer un couac sur son programme en ligne. Son équipe avait discrètement fait passer son montant à 600 € mensuels au lieu des 750 initiales. Arnaud Montebourg, talonné par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, réoriente sa campagne. À Lille, il a tenu un meeting dans la rue, au milieu de la foule, au contact des électeurs. Une méthode déjà utilisée en 2011 pour se démarquer. L'ancien ministre de l'économie peut s'appuyer sur le classement Paris Match des personnalités politiques préférées des Français. Il arrive en tête de la dernière enquête. Une popularité qui fait défaut à Manuel Valls. L'ancien Premier ministre vit une séquence compliquée. La gifle reçue hier lors d'un déplacement en Bretagne perturbe un peu plus sa campagne. Au départ, ce devait être une guerre éclair, mais elle n'a toujours pas trouvé son rythme de croisière. Voilà, et des dynamiques sont en train de s'esquisser et de s'installer au fur et à mesure de cette campagne et des débats télévisés. Jean-Daniel Lévy, parlons d'ailleurs plutôt de dynamique que de sondage. C'est le cas pour Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, deux personnalités assez proches, mais tous deux classés d'ailleurs à la gauche du PS. Absolument, même si on établit les dynamiques grâce aux sondages et grâce aux différentes enquêtes qu'on réalise. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile, et d'autant plus dans le cadre de cette primaire qui, a priori, devrait concerner un nombre réduit, en tout cas plus réduit que dans le cadre de la primaire de la droite. Savoir exactement les niveaux de la part des uns des autres. En termes de dynamique, on a Manuel Valls qui est relativement en baisse depuis son entrée en campagne, où il était apparu comme étant le candidat légitime de la gauche, et il s'est un peu abîmé, notamment à la suite de ses prises de position concernant le 49.3. Et puis deux personnalités, Arnaud Montebourg d'un côté, Benoît Hamon qui est celui qui a été la révélation, une personne qui n'était pas très connue de la part des Français, pas tellement connue de la part des sympathisants de gauche en tant que tel, et qui arrive à aujourd'hui imprimer une partie de la campagne, et puis surtout à imprimer les différentes thématiques. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les Français, quand on nous dit de quoi parle-t-on aujourd'hui dans le cadre de cette campagne au sein de la gauche, ils vont essentiellement nous parler du revenu universel, et qui est la thématique qui a été portée par Benoît Hamon. Finalement, si je puis dire et m'exprimer ainsi, Judith Vintraube, il a presque réussi son coup, entre guillemets, parce qu'avec une mesure forte, on arrive à imprimer une campagne, qu'on soit pour ou contre le revenu universel. Il s'est mis au centre de cette campagne. Oui, de ce point de vue-là, il a réussi, mais il a aussi marqué ce qui est une des caractéristiques, à mon avis, de cette campagne, c'est qu'elle recèle plusieurs campagnes, plusieurs élections. Benoît Hamon donne l'impression, franchement, de concourir au poste d'héritier du PS. Enfin, il veut mettre la main sur le PS. Il lui propose d'ailleurs un projet qui est clairement utopique, pour ce qu'il appelle une société sans travail, qui se projette très très loin dans le futur. On est dans la théorie socialiste, on est dans la construction presque d'une Bible. Sa compétition à lui, c'est ça, c'est l'avenir lointain du PS. Il a quasiment fait une croix sur l'échéance présidentielle. En tout cas, il n'en parle jamais comme quelque chose d'atteignable. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Arnaud Montebourg, à mon avis. Ni de Manuel Valls, même si eux aussi ont des contradictions. Manuel Valls, dans la période très courte où il a décidé d'être candidat, et aujourd'hui, il nous a déjà fait deux campagnes. Une campagne J'ai changé, oui. Et une campagne qui lui ressemble. Coucou, c'est moi. Oui. Donc ça fait beaucoup de changements pour un temps très bref. Michel Urvois, est-ce que, déjà, vous êtes d'accord, quand on compare les tonalités des programmes entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, il y a quand même de vraies différences? Je ne sais pas si les programmes ont énormément d'importance. On n'est clairement pas en train d'élire un président de la République. On est en train d'élire, peut-être comme Judith l'a suggéré, le futur patron du PS, ou on est en train de choisir le futur perdant de la présidentielle. Donc
vu sous cet angle, ça relativise les programmes. Ça c'est sûr. Alors sur le fond, c'est évidemment qu'il y a des différences. Il y a des différences dans le programme économique et social surtout. Il y a une partie des candidats qui sont des candidats de l'offre et une partie qui sont des candidats de la demande. Benoît Hamon fait partie clairement des candidats de la demande, du pouvoir d'achat, donc de ce fameux revenu universel. Mais il faut bien voir que ce sont des idées que Benoît Hamon distille depuis longtemps. Il est parti en campagne depuis des mois. Au sein du parti, il est très connu. Je veux dire, elles ont eu le temps d'infuser ces absolument. idées. Ça fait des mois que j'ai observé des réunions publiques et assisté à des rencontres, par exemple à La Rochelle cet été, La Rochelle des opposants au PS. C'était le même discours exactement qu'aujourd'hui, parfaitement rodé. Après, Arnaud Montebourg, son projet est plus compliqué. Il est plus compliqué parce qu'il mêle plusieurs choses qui sont pas très adaptées pour des débats par séquences courtes. Je pense qu'il a un peu du mal. Alors que Benoît Hamon offre une grille de lecture qui est extrêmement commode pour un public de militants. Oui, et il apparaît aujourd'hui, Patrick Appelmuller, qu'on le veuille ou pas, comme l'agitateur finalement du débat, avec des positions tranchées, notamment sur le revenu universel, également sur le cannabis et d'autres. Oui, tout à fait. En tout cas, il a marqué de ces thèmes, en bien ou en critique, les premiers débats de la primaire. Cette question du revenu universel, qui est aussi très critiquée à gauche, parce qu'elle signifie la fin du travail pour tous, l'impossibilité de recréer des emplois qui satisfassent des besoins sociaux qui sont criants aujourd'hui. C'est une des critiques d'ailleurs que Arnaud Montebourg et Vincent Payon formulent sur ces propositions, et je pense que ça heurte, et que ça heurte une culture de gauche assez profonde. Donc oui, il fait discuter ces thèmes. Est-ce qu'il remportera l'adhésion? Plus qu'Arnaud Montebourg, puisqu'en fait il y a une sorte de mano à mano entre les deux, qui incarne une sensibilité de gauche du Parti socialiste. Je crois que ça dépendra déjà beaucoup de la participation, parce que entre un scrutin à 2 millions dont satisferait tous les dirigeants socialistes, un scrutin à 1,5 million, un scrutin à moins d'1 million, évidemment, la donne est complètement différente. On ne sent pas un formidable enthousiasme, les gens s'y intéressent un peu à cette primaire de la gauche, ils suivent un certain nombre de débats, mais on ne sent pas un élan formidable dans l'électorat de gauche et chez les militants. C'est ce qu'a dit Michel Urvoas, justement, parce qu'on n'a pas l'impression... L'alternative, il faut bien le dire, quand c'était la primaire de la droite, il y avait quand même l'hypothèse de l'alternance pour 2017. Dans ce cas-là, elle est moins visible, on va dire. C'est vrai, d'une certaine manière, les différents concurrents, les 7 concurrents, ont discuté sur une espèce de champ de ruines que laisse le quinquennat dans l'électorat de gauche. Il y avait aussi un enthousiasme à l'égard des personnalités et une forme d'acrimonie qui apparaissent comme étant relativement faible. C'est-à-dire que quand on regarde la primaire de la droite et du centre, il y avait Nicolas Sarkozy, il y avait Alain Juppé, dans une certaine mesure, en tout cas dans le début de la campagne, François Fillon, et donc des polarités qui étaient des polarités extrêmement fortes, qui ont amené même des personnes de l'autre camp à venir voter dans le cadre de cette primaire. Là, on voit bien que lorsqu'on interroge les électeurs de droite, ils ne nous disent pas qu'ils ont l'intention d'aller voter, même dans cette primaire, alors que c'était une des questions qui déjà nous avait travaillé en 2011 lors de la primaire à l'époque. Donc là, on voit bien que c'est vraiment une primaire qui concerne la gauche. Peu d'émotions. Il n'y a pas forcément même ce phénomène tout sauf valse qui est en train de se créer. Il n'y a pas un phénomène d'engouement extraordinaire à l'égard d'Arnaud Montebourg ou à l'égard de Benoît Hamon, quand bien même il parlerait aujourd'hui avec des mots et des idées qui flattent les oreilles de la gauche. Et puis également, en dehors de la primaire, des fantômes qui existent. Le fantôme Jean-Luc Mélenchon, le fantôme Emmanuel Macron, voire même le spectre... on va en parler en détail. Est-ce que vous allez vous désister? C'est la question qui fait que autant la primaire de la droite et du centre apparaissait comme étant la primaire clairement de la droite et du centre, autant aujourd'hui, difficile de pouvoir dire qu'il s'agit uniquement de la primaire de la gauche. On parlait justement de l'après, c'est très important, mais vous l'avez dit, l'alternative Hamon agace beaucoup. On va rejoindre justement notre journaliste Oriane Mancini, qui assiste en ce moment au meeting du candidat Hamon qui se déroule à l'Institut du judo à Paris. Et donc la question est de trouver, Oriane, c'est une ambiance de combativité sur place.
Et oui Sonia, Benoît Hamon, qui vous l'entendez, est encore en train de s'exprimer devant les 3000 militants présents ici à l'Institut national du judo. Benoît Hamon qui s'est félicité tout au long de son discours que le débat se soit fait autour des thèmes qu'il a lui-même posés sur la table. Et du coup, ces thèmes, il a passé son discours à les défendre. Et au premier rang de ces thèmes, il y a sa mesure phare, le revenu universel. Il lui a consacré quasiment l'essentiel de son discours. Et sur ce sujet, il a attaqué son principal concurrent, Manuel Valls, sans toutefois jamais le citer. Les critiques, je peux les accepter, mais pas quand elles viennent de la gauche, a-t-il dit, surtout de ceux qui se revendiquent de Michel Rocard. Et Manuel Valls, il est le seul des candidats à la primaire à avoir subi ici les coups de Benoît Hamon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a également voulu balayer les critiques sur sa stature, les critiques de ceux qui disent qu'il n'est pas présidentiable. Ce n'est pas sur la stature que va se jouer cette élection présidentielle, a-t-il dit. Et sur ce sujet, c'est Emmanuel Macron qui a été sa cible. On l'écoute. Ce qui est très frappant dans la période que nous vivons, c'est de penser que cette élection présidentielle se jouera sur une prétendue stature. De laquelle stature? De quelle stature parle-t-on? Quelle est cette stature miracle aujourd'hui, ou miraculeuse, qui permettrait finalement à un homme, indépendamment de ce qu'il pense et de ce qu'il dit, d'incarner le génie de la nation? Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et je l'ai dit et répété. Vous le voyez Sonia, défense de sa stature, défense de son programme. Benoît Hamon veut rester sur la dynamique qui est la sienne depuis quelques jours, avec un objectif pour lui, ne pas finir au tapis dimanche prochain. Merci beaucoup Oriane. Et le meeting de Benoît Hamon qui se poursuit en ce moment même à l'Institut du judo à Paris. Michel Urvoas, on vient entendre Benoît Hamon prononcer le mot de stature. Que veulent les Français, dit-il. Mais si on voit, c'était aujourd'hui dans les Échos, le baromètre annuel Cevipof, l'un des items qui est vraiment demandé par les Français pour cette présidentielle, c'est l'autorité. Ça rejoint un petit peu quand même la stature. Est-ce qu'il a raison vraiment, Benoît Hamon, de mettre de côté un petit peu ce concept, en tous les cas, ce que pourrait incarner le prochain président? Je crois que Benoît Hamon a à l'esprit l'homme providentiel, notion qu'il rejette. L'autorité, c'est autre chose. Et l'autorité, d'ailleurs, on en a un exemple ou un contre-exemple avec Manuel Valls et la fameuse gifle, au moment où, à Notre-Dame-des-Landes, sont en train de tomber les premières expropriations, de devenir caduques. Les premières expropriations parce qu'aucune décision n'a été prise. L'autorité, c'est pas quelque chose qui se déclare, c'est quelque chose qui se prouve. Et donc, je pense qu'il a un problème d'autorité, Manuel Valls. Et je pense que les Français sont en demande d'autorité, mais pas forcément de l'autorité qui fait du bruit, pas forcément de l'autorité qui tape du poing sur la table, de l'autorité qui produit du résultat. Donc je pense que son problème est là. Et le climat de cette campagne me semble marqué par ça. Et d'une certaine manière, quelqu'un comme Benoît Hamon, parce qu'il surprend, parce qu'il propose, même si économiquement ça me paraît extrêmement peu crédible, il affirme une autorité, dans le bon sens du terme. Je ne suis pas en train de juger sur le fond, mais sur la forme et sur la manière de dire les choses. C'est très intéressant parce que Judith Vintraub, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, quand même, l'image d'Emmanuel Valls était liée et collée à une image d'autorité, de verticalité. Non seulement elle y est collée, mais il la revendique comme telle. Ce soir, d'ailleurs, on va l'écouter, oui. En fait, Benoît Hamon, il n'y a pas tellement un problème avec la stature. Enfin, il a peut-être un problème personnel parce qu'effectivement, dans les enquêtes qualitatives, on ne lui reconnaît pas une stature présidentielle. Mais il a surtout un problème avec la stature que revendique Manuel Valls. Manuel Valls, c'est son seul argument. J'ai la stature de tous les candidats, je suis le seul à avoir exercé ses responsabilités à ce niveau-là. Je suis le seul à pouvoir demain m'adresser à Donald Trump, à Vladimir Poutine. C'est à peu près le seul argument, en tout cas constant, qu'il ait défendu pendant cette campagne. Donc sur quoi l'attaque Benoît Hamon, qui espère bien être son challenger, ou en tout cas son rival au deuxième tour, sur sa stature. Et d'ailleurs, je vais vous laisser réagir, mais ce soir encore, au lendemain de l'incident de la gifle, eh bien Manuel Valls, il brandit son image qu'on connaît bien, qu'on connaissait bien, celle de l'autorité. On l'écoute. Parce que je veux que la gauche gouverne dans la durée. Je n'ai jamais cédé à la facilité de la démagogie. Non, il n'y a pas d'un côté
les cœurs vrais, les généreux, les audacieux, les courageux, et de l'autre, les rabat-joie, ceux qui gouvernent avec sérieux, qui manqueraient de volonté et d'ambition ou qui auraient renoncé à rêver. Non, il y a ceux qui ont le courage de dire la vérité, de porter leur part de rêve, d'indignation face à la misère, à la pauvreté, aux grands problèmes du monde, tout en affrontant la réalité. Et il y a ceux qui, trop souvent, se cachent derrière de belles déclarations déconnectées du monde dans lequel nous vivons. Pour moi, la gauche, cela a toujours été une éthique de l'action et une éthique de la responsabilité. Voilà, des mantras, hein, l'action, la responsabilité. Pour ceux qui avaient dénoncé une campagne à contre-courant, coucou, le revoilà. Tout le problème de Manuel Valls dans ce début de campagne, c'est qu'il a voulu miser sa vie politique jusqu'à présent sur la question de la stature, de l'autorité, du coup de menton, de l'autoritarisme même, et qu'il se heurte à un bilan qui, dans l'électorat de gauche, n'est pas très positif. C'est pour ça qu'il a fait cet entrechat sur le 49-3, c'est pour ça qu'il a essayé de se poser en rassembleur, ce qui est quand même à contresens de sa personnalité politique depuis qu'il est aux affaires. Et il essaie, dans la dernière phase de la primaire, de rejouer cela. Il surexploite l'incident de la gifle, à la fois en y voyant presque un complot de l'extrême droite. Il en est une cible privilégiée parce qu'il serait l'homme de l'ordre républicain. Sans aller jusque-là, il ne faut pas non plus la minimiser. Non, mais la gifle est tout à fait scandaleuse. Oui, et le donneur de gifle a une identité politique. Et il a une identité assumé, politique et il mérite d'être condamné. Mais je dis qu'il surexploite l'incident et que derrière, son discours de ce soir est manifestement posé sur cette question, l'autorité et la stature, qui a été, après un premier débat raté de la primaire, le discours qu'il a essayé de remâcher tout au long du second débat. Oui, Jean-Daniel Lévy, oui. Mais on mesure combien, là, à travers d'abord cette campagne et tout ce qui est dit sur ce plateau, combien il a été difficile vraiment pour Manuel Valls de changer de costume, de passer de Premier ministre à candidat. Il y a laissé des plumes, là, pas le costume, mais beaucoup de plumes. Oui, sachant que précédemment, en fait, il était passé de l'autorité à l'autoritarisme. Et on voyait bien même... Autoritarisme ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait le sentiment que... Dans les perceptions. Oui, dans les perceptions générales. Je suis pas là. Oui, non, bien sûr, dans le comportement. Et je ne me permettrai évidemment pas de juger, mais en fait, dans la perception, c'est-à-dire que autant on appréciait à gauche, notamment Manuel Valls, parce qu'on avait le sentiment qu'avec lui, le gouvernement fonctionnait bien parce qu'il avait une forme d'autorité naturelle sur ses différents ministres. Et autant certains événements, dont le 49-3, dont la manière dont a pu être débattu ou pas débattu justement la loi El Khomri, la loi travail, voire même ce qui lui a été perçu ou insufflé concernant le débat sur la décharge de la nationalité ou les conditions dans lesquelles François Hollande n'a pas été en situation de pouvoir se présenter, quelle que soit la réalité encore une fois. On a eu le sentiment que le côté très autoritaire, avec son penchant plutôt négatif, d'un jugement qui est un jugement critique de la part des Français et de la part des sympathisants de gauche. Et puis pour revenir sur un élément que vous avez indiqué tout à l'heure, à gauche, on n'est pas forcément autant qu'à droite attentif à cette dimension d'autorité. Et donc le sondage que vous avez relevé tout à l'heure est non seulement juste, mais en plus, il faut quand même considérer que aujourd'hui, les différents acteurs, Manuel Valls, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, ne s'adressent pas aux Français. Ils s'adressent déjà à des électorats, et même quand on regarde, à des électorats qui ne vont pas être exactement les mêmes. Manuel Valls va vraiment parler au cœur de l'électorat des sympathisants socialistes, parce que ce sont eux qui vont dire... On peut autant saucissonner comme ça un électorat ? Mais d'une manière, quand on regarde, parce qu'on parlait de la participation électorale, on peut voir qu'en fait, il y a non seulement la quantité, mais également la qualité des personnes qui viennent se déplacer, des électeurs qui sont vraiment légitimistes, qui aujourd'hui ont plutôt tendance à dire c'est Manuel Valls que l'on souhaite avoir, des électeurs qui sont à gauche de la gauche et qui vont dire c'est Benoît Hamon qui nous convainc, et puis des personnes qui sont encore un peu plus éloignées, et même de manière un peu contre-intuitive, au sein de la droite, qui vont dire Arnaud Montebourg, notamment à travers son discours sur la France, nous apparaît comme étant relativement rassurant. Oui, d'où l'importance du nombre d'électeurs. Plus il sera réduit, plus on peut penser qu'il sera réduit au cœur du militant socialiste. Je ne vous demande pas de faire de pronostics, mais vous pensez qu'il sera réduit ? Moi, je ne perçois vraiment pas beaucoup d'intérêt
pour cette compétition. Et je vous le disais en quasiment cette introduction, en plus l'enjeu me paraît très partisan, c'est de l'avenir de la gauche qu'on décide aujourd'hui, et qui en décide, les gens que ça intéresse. Alors à gauche, il y a les aussi sympathisants de la gauche. Un autre candidat, on va parler de lui, Arnaud Montebourg, également ce soir en meeting au gymnase. Jean Jaurès, également très offensif, Arnaud Montebourg, et qui veut se battre contre le mur des puissants. On l'écoute. Oui, je suis le candidat de la feuille de paix, de la feuille de soins, de la quittance de loyer, du relevé de pension. Parce que c'est la première condition à remplir pour assurer sa liberté de vivre, d'exister et d'assurer la subsistance de soi-même et de sa famille. S'il n'y a pas le prix du travail, la reconnaissance, qu'y a-t-il? L'esclavage. C'est ce que la société du low cost voudrait installer. C'est aussi inscrit sur le mur des puissants. Voilà, Michel Hervoy, je reviens d'ailleurs à ma question tout à l'heure pour voir les différences là, non pas entre les programmes de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, mais même, je veux dire, les postures et les paroles. On voit bien là qu'il y a, même s'ils sont proches, deux gauches qui se dessinent, peut-être même lors de la clarification. Alors déjà dans le style, enfin, il y en a un qui est plus cérébral que l'autre, l'autre qui est plus démonstratif, et qui ne l'a d'ailleurs pas été autant dans les débats. Là, il l'est en meeting, on retrouve... et oui, et donc parce qu'il craignait peut-être que, en étant un peu trop expressif, ça se retourne contre lui. Il avait fait le choix d'une sobriété qui finalement ne l'a pas servi. Il y avait même beaucoup de lyrisme ce soir. C'est plus tout à fait le même Montebourg dans les débats. Là, effectivement, il y a du lyrisme. On retrouve l'avocat, le bretteur, le Montebourg qu'on connaît. Après, sur le fond, oui, il y a des différences, notamment sur la question du travail, sur la question de... C'est deux visions, en fait. Deux visions. C'est central. Moi, je dirais, au risque de caricaturer un peu, Benoît Hamon, c'est la gauche nuit debout. C'est clair comme ça, je ne sais pas si vous caricaturez, mais c'est clair. Nuit debout, on ne travaille pas la journée, d'ailleurs on veut une société post-travail, sans travail. Et considère alors que le travail diminue et que l'automatisation, le numérique, etc. supprime du travail. Alors que ça le transforme, mais je ne suis pas sûr que ça le supprime. Ça, en fait, c'est la reproduction d'un débat du 19e siècle, rappelez-vous, en Angleterre, quand les ouvriers, les LEDOM, c'est ça, brûlaient les machines-outils, parce qu'ils pensaient plus récemment avec les robots dans l'automobile. Les canuts, oui. Ou les canuts plus proches de nous. Mais alors, est-ce qu'on a, Patrick Appelmur, c'est exactement la reproduction du même débat avec le numérique. La gauche nuit debout, une gauche social-démocrate, une gauche... d'ailleurs, toutes les nuances de gauche. Non, je ne rentrerai pas dans une caricature Figaro sur Nuit debout. Personnel. Mais non, mais je pense qu'il y a une vraie différence qui tient à qui s'adresse qui. Et là, Arnaud Montebourg, il a choisi de s'adresser, effectivement, il ne l'a pas très bien fait lors des deux premiers débats, alors que c'est sa stratégie politique depuis le début, j'allais dire au peuple de gauche qui s'est évadé dans l'abstention, qui est l'ouvrier du Nord qui votait socialiste depuis toujours et qui ne s'est pas déplacé lors des élections régionales, ces gens qui ont des difficultés pour vivre et qui ont fait le socle, je dirais, il n'est pas du tout Terra Nova. Terra Nova disait il faut abandonner ces gens. Lui, au contraire, essaie de faire monter cette pâte, ce pain qui a été longtemps l'aliment du Parti socialiste dans des zones fortes. Y parviendra-t-il? Je ne sais pas. Nous verrons déjà aux chiffres de la participation s'il y est parvenu. Parce que précisément, je pense que c'est auprès de ces gens-là que se jouera ou non l'élargissement. Et après, on va parler déjà de l'après. Jean-Daniel Lévy, Michel Hervoy, l'idée gagne de plus en plus de terrain chez certains socialistes, soyons prudents. Et si pour que la gauche ait une chance d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, eh bien le vainqueur de la primaire organisée par le PS, la Belle Alliance Populaire, serait obligé de rallier ou de se désister en tous les cas en faveur d'Emmanuel Macron. Peut-être avez-vous des informations, mais c'est une donnée, une rumeur en tous les cas, qui prend de l'ampleur. Ils ont tous ça en tête. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour s'en rendre compte. C'est même devenu quasi obsessionnel et c'est en train de devenir un peu une réalité. Et on voit bien, y compris de la part d'un certain nombre de ministres qui maintenant emploient des formules extrêmement prudentes qui permettent de sauter le pas assez rapidement dès le 29 janvier. Donc, parce que effectivement, ça va faire bizarre
au terme du second tour, si le vainqueur, avec beaucoup de guillemets, de la primaire, se retrouve, Jean Daniel, avec entre 6 et 12% d'intention de vote à la présidentielle, avec d'autres, Mélenchon et Macron, qui, eux, seraient au double. Enfin, donc, et là, la question du choix et de la responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de l'électorat de gauche, elle va leur être directement posée. Pas exactement de la même manière selon qui serait le vainqueur, mais elle sera posée et là il va falloir y répondre. Attendez, ça voudrait dire que la primaire de la gauche, Jean-Daniel Lévy, elle ne servirait qu'à désigner l'émissaire du Parti Socialiste qui va devoir se rallier à Emmanuel Macron? Vous croyez qu'Emmanuel Valls pense à cela en ce moment? On va peut-être pas jouer le match avant qu'il n'ait lieu. Il n'y a pas eu de premier tour, il n'y a pas encore eu le deuxième tour. Et une des clés déjà sera autour de deux accès. Premier aspect, y a-t-il ou pas une participation qui peut être une participation importante? Effectivement, s'il y a 1 million d'électeurs ou 2,5 millions d'électeurs, la donne ne sera pas la même. Puis, y a-t-il ou pas un aspect qui est un aspect extrêmement clair, qui sort des urnes à l'issue du premier tour et surtout à l'issue du deuxième tour? On s'était un peu posé la question avant la primaire de la droite et du centre, en se disant, est-ce qu'au final, il ne va pas y avoir malgré tout l'hypothèse d'une candidature qui ne reconnaîtrait pas la légitimité de l'élection? On a vu non seulement que la participation d'un côté et que le score extrêmement clair en faveur de François Fillon, aussi bien à l'issue du premier tour que du deuxième tour, n'a pas permis au moindre candidat de profiter de l'occasion pour pouvoir dire « tant pis, je continue mon aventure en solitaire » et que ceux qui l'attendent aujourd'hui en dehors de la primaire de la droite n'y parviennent pas. On peut penser aux différents acteurs. Quand j'ai parlé de rumeurs, je voudrais juste préciser, Judith Vintraub, qu'il y a des élus socialistes, c'est pas n'importe lesquels, qu'il y a des élus qui ont du poids, comme Gérard Collomb, qui exhortent déjà le candidat PS qu'on ne connaît pas à rejoindre Emmanuel Macron. Mais bien sûr, ça c'est leur jeu, mais ce qui est presque plus intéressant, c'est qu'il y a au moins un candidat au sein de la primaire de la gauche qui s'appelle Vincent Peillon, qui multiplie depuis quelques jours les déclarations pour expliquer qu'après tout, Emmanuel Macron, étant donné sa participation à l'œuvre de la gauche au pouvoir, doit bien être quelque part un peu de gauche, donc ce ne serait pas contre nature de se rapprocher, de se rallier, et bien sûr Vincent Peillon ne précise pas qui rallierait qui se désisterait au profit de qui, mais étant donné le ratage total de sa candidature, puisqu'il était censé, on nous explique aujourd'hui encore qu'il va être la surprise de cette primaire, bon, pourquoi pas, pour l'instant il ne surprend personne, sinon par l'échec grandiose qu'il rencontre depuis qu'il a déclaré sa candidature. Pour être actuel d'après les sondages du moment. Patrick Appelmeyer, est-ce que Emmanuel Macron d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre, Jean-Luc Mélenchon dont votre journal est proche idéologiquement, est-ce qu'ils sont en train de prendre en tenaille finalement le PS et la primaire de la gauche et d'arriver à compresser tout ça? Et comme a dit Jean-Luc Mélenchon, on compresse et puis il y a de l'huile qui va descendre parce qu'on aura concasser les... Je crois qu'effectivement, le Parti Socialiste, son candidat, est dans cette difficulté-là. Et la tentation d'éclatement peut exister dans les deux sens. Un ralliement à Emmanuel Macron provoquera des ruptures au sein du Parti Socialiste, de la même façon que même le choix de Manuel Valls ou le choix d'Arnaud Montebourg ou de Benoît Hamon provoquera des tensions, des ralliements, des dispersions. Et est-ce que la mèche sera une mèche lente qui provoquera ces divisions, ou est-ce que ça exploserait plus fort? Ça, on ne le sait pas encore. Mais je le répète, tout dépendra quand même de la participation à cette primaire. Je crois que la participation qui semble se dessiner n'est pas extrêmement puissante. Si elle l'était en tout cas tout à fait digne, les données seraient un peu changées, modifiées pour la suite. Vous avez raison. On ne va pas jouer le match avant, mais vraiment expliquez-nous, vous suivez cela de très près, comment se fait-il que des élus socialistes qui appartiennent au Parti Socialiste se rallient maintenant à Emmanuel Macron? Ils savent très bien qu'ils donnent ainsi un coup de pied terrible au Parti Socialiste et à la primaire de la gauche qui a lieu en ce moment. Ils n'attendent pas comme nous que le match se joue. Parce que c'est sauf qu'il peut à gauche, et puis pas depuis quelques jours ni quelques semaines, hein, depuis quelques mois, voire quelques années. La faillite du quinquennat de François Hollande s'est déclarée très tôt. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron s'est porté candidat et que sa candidature rencontre son succès actuel. La gauche se voit morte. En tout cas, le Parti Socialiste se voit mort. Dans ces cas-là, quand vous apercevez quelque chose qui ressemble vaguement à une issue, vous vous précipitez. La question
qui me semble intéressante à explorer et auquel les événements vont donner progressivement une réponse, c'est que va faire lui Macron, qui tire sa légitimité du caractère anti-système de sa candidature. Ses détracteurs diront que c'est un anti-système bidon, il était à plat dans le système, il n'a aucune crédibilité. Oui, notamment. Oui. N'empêche que, et lui dit très fort d'ailleurs, on ne veut pas, je ne sais plus quel est le terme peu aimable qu'il emploie, un truc du genre, on ne veut pas les ringards socialistes, je ne veux pas qui viennent me soutenir, j'ai pas besoin d'eux. Sauf que Emmanuel Macron a inscrit sa démarche dans la durée. Certes, il veut gagner cette présidentielle-là, mais au cas où, il veut aussi disposer d'une force à l'Assemblée et que le Parti socialiste, aussi faible soit-il, garde une capacité de nuisance. Donc il y a quand même les termes d'un... Il y a une partie du Parti socialiste qui penche quand même vers ce libéralisme new look ou relooké qu'incarne Emmanuel Macron, et qui s'y retrouve et qui se dit c'est le meilleur moyen de prolonger l'entreprise du quinquennat que de se retrouver avec Emmanuel Macron. Vous-même avez reconnu que c'était peu probable que 100% du Parti socialiste se rallie à Macron. Donc, plutôt qu'une explosion, il pourrait y avoir un accord. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Macron, bien qu'il affecte gagnant-perdant alors. Mais non, à toi la présidentielle. Dans la foulée de la présidentielle et législative, les trois forces en présence, les trois gauches en présence ont bien compris que s'il n'y a pas des accords, des ralliements, tout le monde va perdre. Tout le monde va mourir. Donc pour répondre à la question initiale, pourquoi ils partent maintenant, pourquoi ils songent maintenant à partir, c'est en pensant à cela. Ils savent très bien que séparément, tout le monde va perdre et que le groupe socialiste à l'Assemblée va être réduit à une peau de chagrin. Donc voilà, et comme Emmanuel Macron a proposé que les candidats puissent avoir une double appartenance, il y en a certains qui se disent c'est peut-être une occasion de sauver la gauche ou ce qu'il en reste. Jean-Daniel Lévy, c'est incroyable. De quelques semaines, on est passé, vous vous souvenez, à la menace à ceux qui soutiennent Emmanuel Macron. Aujourd'hui, sauf qui peut, pour ceux qui restent encore au PS, au contraire. C'est ce qui s'appelle le rapport de force. Oui. C'est ce qui s'appelle le rapport de force. Comme la déclaration de Cambadélis, qui aujourd'hui dit personne ne discutera. Est-ce que vous confirmez qu'il s'est vraiment inversé, en tout cas, dans vos sondages, si on le croit, c'est là, derrière Emmanuel Macron, déjà, il faut regarder, une vraie dynamique. Il faut regarder les dynamiques d'opinion. Elles existent, les dynamiques de meeting, qui en sont pour partie, même s'il ne faut pas se leurrer sur ce que peuvent être les meetings. Il y a un aspect de curiosité important de la part de ceux qui vont voir Emmanuel Macron. Donc, ce n'est pas que des fans qui viennent le voir. Mais en tout cas, quand on interroge les électeurs, ils disent là où ça bouge, entre guillemets, c'est du côté d'Emmanuel Macron. Et ce qui n'est pas inintéressant, c'est qu'on n'est pas tellement sur des débats de fond. Qu'il n'est pas toujours considéré comme étant quelqu'un de libéral. Que quand on les interroge sur les mesures, il n'y a pas vraiment une difficulté, il ne fallait pas forcément une facilité à pouvoir restituer différentes mesures qui sont proposées par Emmanuel Macron. C'est le dynamisme, c'est le renouvellement de la vie politique. Mais en tout cas, c'est qu'il n'est pas aujourd'hui considéré comme étant quelqu'un qui est libéral au sens économique du terme. Il apparaît comme étant relativement jeune, relativement dynamique, affranchi des pesanteurs des formations politiques, et qui donne un peu d'espoir parce qu'il dit on peut faire quelque chose, le politique peut faire quelque chose, et puis en fait collectivement vous valez quelque chose. Il y a peu d'acteurs qui aujourd'hui disent on a un peu d'espoir grâce aux politiques. C'est ce que beaucoup reprochent aux candidats de la droite et du centre. François Fillon, on va en parler dans quelques instants. Merci encore pour ce débat et cette analyse. Merci à vous. La suite de votre émission. Et pendant ce temps, que se passe-t-il à droite ? Eh bien, François Fillon, toujours droit dans ses bottes, même si les remarques sont de plus en plus nombreuses dans son propre camp. Sur ce sujet, le match des idées opposera dans quelques instants l'académicien Jean-Marie Roire à Hervé Lebras, démographe et chercheur. C'est juste après la pause. À tout de suite. Demain, dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires, Jean-Luc Benamias, candidat à la primaire de la gauche, sera l'invité de Cyril Viguier. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Public Sénat vous propose un après-midi consacré à l'investiture du nouveau président américain, Donald Trump. Vous pourrez suivre la cérémonie de la prise de fonction officielle du 45e président des États-Unis en direct et en intégralité de Washington, D.C. L'investiture de Donald Trump, un événement à suivre en direct vendredi dès 16h30 sur Public Sénat. Dimanche, les chaînes parlementaires vous proposent une soirée spéciale consacrée au premier tour de la primaire de la gauche. Avec de nombreux invités et des duplex dans les QG de chaque candidat, vous découvrirez en direct les résultats et les premières réactions. Le premier tour de la primaire de la gauche, un événement à suivre en direct dimanche à 20h30 sur les chaînes parlementaires.
Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr, c'est votre émission On va plus loin pour débattre à présent de ce qui se passe à droite. Et pendant ce temps, la campagne se poursuit pour le candidat François Fillon, même si les projecteurs sont braqués sur la gauche. Le candidat de la droite et du centre est la cible de tous, de ses adversaires bien sûr, mais aussi de son propre camp, avec de nombreuses remarques. On va en parler avec nos invités ce soir. Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes démographe, directeur d'études à l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques, et auteur de ce dernier ouvrage, L'âge des migrations, aux éditions Autrement. Merci de nous accompagner. Vous êtes également, je le précise, à l'origine pour la Fondation Jean Jaurès, avec le sondeur Jérôme Fourquet, une grande enquête sur les explications du score de la primaire de la droite, et on va en parler justement. Face à vous et avec nous, Jean-Marie Roire, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, journaliste, académicien, je présente votre ouvrage, cet ouvrage avec d'ailleurs 5 romans, réunis pas moins de 5 romans, les romans de l'amour et du pouvoir chez Robert Laffont, et autre ouvrage, Une jeunesse perdue, un roman chez Gallimard. Alors, messieurs, avant de parler de notre sujet, on va regarder et nous attarder sur un résumé des attaques à l'encontre de François Fillon, la cible de tous. On voit tout cela avec Aurélien Romano. L'union sacrée autour du candidat de la droite est bien loin. Depuis le 27 novembre, date de sa victoire aux primaires, les critiques au sein même de l'équipe de l'ancien Premier ministre perdurent et déstabilisent quelque peu la campagne du candidat. Il y a une semaine, Christian Estrosi souhaitait une orientation plus sociale du programme, quand Jean-François Copé fustigeait le non-cumul des mandats. Plus récemment encore, des voix, dont celle de parlementaires, se sont élevées pour demander plus de souplesse dans le programme de François Fillon. La montée en puissance d'Emmanuel Macron peut expliquer cette fébrilité grandissante au sein de la droite. Pour l'heure, François Fillon reste ferme. Il m'arrive d'entendre certains à droite utiliser les mêmes mots que la gauche. Que ma victoire ait pu décevoir certains, je puis le concevoir. Mais j'attends de mon parti de la responsabilité et de la discipline. À moins de 100 jours de l'élection présidentielle, un nouveau défi se lève face aux candidats de la droite, celui d'un rassemblement autour d'un programme qui satisfasse, outre ses propres soutiens, les troupes de ses anciens challengers, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et c'est donc haro sur François Fillon, Jean-Marie Roire, de toutes parts, à gauche, au Front National, d'accord, du côté d'Emmanuel Macron, mais aussi à droite dans son propre camp qui réclame toujours et encore des ajustements dans le programme du candidat. François Fillon dit non, il reste droit dans ses bottes. Il a raison. J'ai un peu l'impression qu'il se met dans la position d'un président. Or, il n'est pas président, il doit devenir président, il est candidat. Et il me semble qu'il devrait peut-être humaniser sa personnalité. Moi, je trouve ça, candidat, son discours de Lyon était très remarquable. On a bien vu qu'il y avait tout un engouement vis-à-vis de lui qui commence à faiblir parce que humainement, il y a quelque chose qui manque. Et en face de lui, humainement, il faut reconnaître que Macron est très sympathique. Et Fillon, qui, quand on le connaît, est un homme très sympathique aussi, mais n'est pas sympathique politiquement. Donc, il y a à la fois le côté rigoriste du catholicisme, de tout ce qu'on a pu montrer, de cette forme, et dans le programme, certaines choses qui ont dû être ajustées, notamment sur la sécurité sociale. Donc, tout cela, je crois que ça mériterait, il mériterait. Et puis, les Français, ils votent pour un président. Pour eux, un président, c'est un peu plus que quelqu'un qui propose des réformes. C'est une personnalité, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a une culture. Là, on ne sait pas très bien. La position sur la culture de François Fillon, on l'ignore. Et c'est très faible dans son programme. Donc, c'est dans sa personnalité, je crois, qui pourtant est riche, mais qu'il ne montre pas. On a l'impression... Alors, qu'il ait cette position quand il sera élu, je comprends très bien qu'il ne veulent pas être tout le temps comme l'a été François Hollande, pour un oui ou pour un non, être disons, sur les ondes, à la télévision. Mais comme candidat, il se doit de répondre aux questions qu'on se pose à son sujet. Humanisé, dit Jean-Marie Roire, et ça rejoint un petit peu ce que demandent certains dans son camp. Hervé Lebras, il demande à ce que dans son programme soit insufflée une note d'espoir. Est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui dans son programme? Non, je dirais que c'est plus grave. Je crois que d'abord, il n'était pas préparé. Il a été, on le dit beaucoup, assez étonné. Dans les derniers jours de la campagne, on avait vu ses scores monter dans les sondages, mais c'est vraiment dans les derniers jours. Et au fond, il lui arrive ce qui est aussi en train d'arriver à la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, l'électorat de gauche est relativement uni.
à la base, l'électorat de droite, je pense, a choisi Fillon pour ne pas avoir à choisir ni Juppé, ni Sarkozy. Pourquoi? Parce que je pense que l'électorat de droite s'est dit... On risque une fracture si on choisit l'un ou l'autre. Ils sont vraiment opposés, ils sont au fond dérivés, l'un vers la droite, l'autre vers le centre. Donc Fillon a été élu, non pas tellement pour ce qu'il était, mais je pense pour conserver la droite. Et le paradoxe, c'est que, alors qu'il est élu pour conserver la droite, voilà que, du moins le personnel politique de la droite, s'en prend à lui, il n'est pas content, alors que la base est là. Et le problème est, moins je dirais l'attitude de Fillon tel qu'il est, que ce qui est incompréhensible pour moi, mais qui est aussi incompréhensible à gauche, que l'attitude des anciens supporters de Sarkozy et, dans une moindre mesure, des anciens supporters de Juppé, qui quand même lui mettent des pots de banane sous les pieds. Il y a une guerre interne. Qui a commencé? Il faudrait poser la question, qui a commencé? Parce que il y en a un qui est candidat, il faudrait le soutenir. Non, mais il faut se souvenir que François Fillon a mesuré sa reconnaissance vis-à-vis de Sarkozy, qui s'était quand même désisté dès le premier tour, tout de suite en sa faveur. Donc, et je pense qu'il y a plus profondément, psychanalytiquement, quelque chose de compliqué chez Fillon vis-à-vis de Sarkozy. C'est vrai que, tout le monde l'a dit, qu'il avait souffert et que, d'une certaine façon, il a envie de faire quelque chose de très différent, au point que sur le remboursement des heures supplémentaires, des tas de choses qui étaient finalement assez positives de la part de Sarkozy. Et on a l'impression que sur le comportement, il l'a dit, moi je ne veux pas être bling-bling, je ne veux pas... finalement, il veut s'opposer à Sarkozy. Mais à mon avis, il s'oppose trop, parce que ce qu'il y avait dans Sarkozy de très positif, notamment, c'était ce pouvoir d'entraîner les foules et d'être populaire. Donc, je crois que Fillon devrait prendre, de ce point de vue-là, un peu plus modèle sur le dynamisme de Sarkozy. Et populaire, vous avez dit, une partie de... Enfin, c'est les sarkozystes, d'ailleurs, Hervé Lebrun, qui reprochent à François Fillon de ne pas suffisamment parler à cette France qui travaille. Finalement, c'était peut-être le cœur de cible de Nicolas Sarkozy aussi. Oui, mais là, il y a une autre difficulté, c'est que ce qui a été le cœur de cible de François Fillon, et j'avais fait un petit papier dans Le Monde... en montrant qu'on pouvait retrouver les trois droites de René Raymond dans les trois candidats en tête de la droite. Et lui, ce qui collait le mieux comme électorat à Fillon, c'est au fond l'électorat qu'on appelait autrefois légitimiste. Et c'est un électorat qu'on voit bien, qui est un électorat qui a été d'une certaine manière assez attiré par De Villiers au moment où De Villiers et Pasqua sont présentés. On a vraiment un peu la même cartographie à chaque fois. Et c'est un électorat qui rend difficile ce que vous dites, le passage à la classe populaire. Parce que c'est une forme de bonapartisme. Alors, le bonapartisme, c'était Sarkozy. Voilà, oui, mais seulement, vous êtes bien d'accord, il faut le rejoindre. De Gaulle l'a rejoint. Oui, mais... Si la droite veut être majoritaire, et si elle veut apporter un peu d'enthousiasme, il faut qu'elle rejoigne le roman national. Et là, on a du mal. C'est qu'un programme de réforme. Les gens, si vous voulez, il faut bien se dire aussi que les milieux populaires ne comprennent rien au programme de réforme qu'ils ont présenté. Il faut se souvenir que c'est devenu... On a tous du mal. Hein. C'est devenu très difficile. Rappelez-vous le général de Gaulle, au moment où il était en ballotage, quand il répondait à Michel Droit, il a expliqué la situation économique, il a dit, eh bien, il y a un ménage, la femme veut acheter une machine à laver, le mari ne veut pas acheter la machine à laver. C'était quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Caricatural, c'était d'un autre temps. Aujourd'hui, il faut vraiment... Donc, c'est pour ça que les classes populaires aussi... Vous savez, elles ne savent pas de quoi on parle. Oui, enfin, les classes populaires, d'abord, une grande partie va aller voter pour le Front National. Un. Deux, je pense qu'une partie de l'électorat, quand je dis l'électorat de droite voulait l'union de la droite, c'est parce qu'il ne veut plus de la gauche. Donc, quelque part, que ce soit Fillon, on veut quelqu'un qui conserve la droite. Et ce qui je trouve paradoxal, au fond, c'est pas la faute de ce pauvre Fillon, d'une certaine manière, c'est ce que font les sarkozystes et mezzo voce, certains, au fond, mauvais joueurs, certains juppéistes. Donc c'est à l'intérieur du camp sarkozyste, du camp filloniste, que se posent les problèmes. Et
c'est là-dedans, je pense, Fillon, là-dedans, bien sûr, il faut qu'il qu'il arrive à une sorte de synthèse, mais pas tellement à une synthèse face à l'électorat qui est déjà convaincu, mais une synthèse... Non, parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de classes populaires qui allaient vers le Front National. Vous appelez classe populaire, Jean-Marie Roy, c'est tellement un mot valise. Oui, mais c'est le monde des ouvriers. Vous savez, les ouvriers, il reste, ça fait 11% de l'électorat maintenant, les ouvriers, donc c'est presque rien. Oui, mais il y a quand même, parce qu'au fond, il pouvait mordre sur l'électorat de Le Pen. Mais, il l'a fait un petit peu. Il l'a fait, voilà, mais il pouvait poursuivre. Mais maintenant qu'on sent qu'il se rapproche de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est tout à fait un autre langage, tout à fait une autre culture, je me demande s'il ne va pas perdre du côté de l'électorat de Le Pen. Il a un énorme, finalement, challenge et défi, François Fillon. C'est vraiment le rassemblement. Et ce qui est frappant, est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Marie Roy et Hervé Lebras, c'est qu'à gauche, on a beaucoup de personnalités et on se dit, mais où est le programme? Où est le chiffrage de ces programmes? On ne le voit pas. Mais à droite, on a un vrai programme, mais on se demande où est la personnalité, finalement, qui est presque effacée derrière ce programme, alors qu'il c'est quand même une personnalité très forte, François Fillon. Oui, puis c'est une personnalité qui a de l'expérience, mais je pense aussi que, quelque part, les enjeux sont extrêmement différents entre la droite et la gauche. La gauche a presque acté qu'elle ne serait pas présente au second tour. On voit bien dans les derniers sondages sur la gauche, c'est plutôt... le tour suivant que vise actuellement la gauche. La droite, je parle de la gauche sans Macron, hein, je laisse Macron au milieu. C'est le cas. Bon, la droite sait qu'elle va passer et que si elle est au second tour, elle est absolument sûre de gagner. J'avais regardé de près, je crois que j'étais venu pour un petit livre sur les cantonales et les régionales. La gauche se reportera sur la droite en cas de duel droite-Front National très largement. Et ce que donnent même les sondages, c'est de l'ordre, y compris pour Fillon, de l'ordre de 65-35%. Donc ça crée une atmosphère qui est assez différente. Et vous l'avez dit au début, il se comporte déjà en aval de la... Sur ça, vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui vous approuvent, Jean-Marie Roy, effectivement. Mais vous demandez, mais comment se fait-il qu'il se comporte ainsi? Lui qui a vraiment dû se battre, qui n'était pas le favori dans la campagne de la primaire de la droite, pourquoi est-ce qu'il s'installe maintenant? Mais écoutez, moi je crains que ce soit, là encore, je le dis psychanalytiquement, pour ne pas ressembler à la fois à Sarkozy et aussi, évidemment, le très mauvais exemple, c'est François Hollande. Parce que François Hollande a passé son temps à intervenir et il est devenu illisible à force, il est devenu absent à force d'être présent. Vraiment, il fallait le faire. Et je pense que ça compte d'un poids terrible. Je crois aujourd'hui, on est dans une situation qu'on n'a jamais connue quand même, d'un président qui s'est à la fois torpillé lui-même et qui a torpillé son parti. C'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est même assez grave, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel sur lequel on n'insiste pas assez. C'est quand même invraisemblable qu'un homme si intelligent, et c'est pour ça que je crois que sur le refus des classes politiques, le refus des élites, il y a cette espèce, et que Hollande est un homme très intelligent, et voir à quoi aboutit cette intelligence, on se dit mais à quoi ça sert? Oui, je partagerais sur l'intelligence. Je dirais c'est un homme malin plus qu'un homme intelligent. Je trouve d'ailleurs que du point de vue de la culture, je ne trouve pas qu'il ait fait montre d'une culture remarquable, y compris quand on l'interroge sur ses lectures. Donc je crois qu'il a été quelqu'un non seulement malin, non, c'est quelqu'un de malin, c'est-à-dire quelqu'un qui, au fond, en plus de ça, avait près de 11 ans de pratique à la tête du Parti socialiste, qui savait faire des arrangements, des consensus, comme il disait. Mais c'est quelqu'un de ce point de vue-là qui était absolument pas préparé pour être un président de la République, qui lui-même aussi, espérons que ça ne sera pas le cas pour Fillon, mais qui lui-même a été complètement surpris par l'élimination. S'il n'y avait pas eu l'affaire Strauss-Kahn, et il ne pensait pas, 6 mois avant les primaires de la gauche, il ne pensait pas du tout qu'il avait une chance face à Strauss-Kahn. Donc on est dans des... Oui, mais ça, votre idée de la préparation, moi, pardon, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que regardez dans l'histoire, la préparation, quelle était la préparation de Pompidou pour devenir un excellent Premier ministre et un très bon président de la République? Il avait été à la Banque Rothschild, vous voyez, c'était pas une énorme préparation politique. Donc je crois que dans ce domaine, est-ce que Giscard était vraiment préparé? Il n'était pas vraiment préparé, il a été ministre des Finances. Oui. Mais vous voyez, donc je crois que c'est un mystère. Les hommes qui réussissent au pouvoir,
Il y a une sorte de grâce d'État, et il y a des gens qui sont excellents, mais il faut reconnaître que François Hollande a été le pire des pires. Oui, mais parce qu'aussi... Oui, non, mais parce qu'aussi, je pense d'ailleurs, au-delà même de la question française, je pense qu'il y a une dissociation qui s'est produite entre ceux qui gagnent électoralement et ceux qui gouvernent. Ce n'est pas le même caractère, pour revenir à de la psychologie. Et on est maintenant dans une époque où tout le caractère de celui qui va gagner l'élection est extrêmement différent du caractère de celui qui va gouverner. Donc celui qui a gagné arrive au gouvernement et là... Que faire d'une certaine manière Alors que faire pour Hollande, ça a été très simple. Que faire, c'était essayer d'être réélu. Ce qui est d'ailleurs un échec absolument complet. Hervé Lebras, Jean-Marie Roire, cette réaction, pardonnez-moi, je me fais le porte-voix des internautes, mais c'est un écrivain aussi qui nous écrit, Frédéric Sinclair, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir ici, qui vous dit « Mais François Fillon aurait tort de s'inquiéter. Il devrait gérer simplement le temps médiatique tant que l'équation socialiste n'est pas résolue. » Finalement, est-ce qu'il n'a pas raison, François Fillon? Non, je crois pas. Il faut, vous savez, qui n'avance pas, il recule. Voilà, je crois, en politique, dans une campagne, je vous dis, ce n'est pas quand on est président, à ce moment-là, on a le temps pour soi, on peut gérer le temps. Mais tant qu'on n'est pas élu, il faut avoir de la réaction et surtout construire un personnage qui soit, il a dit son refus, il ne veut pas de slogan parce qu'il trouve que c'est de la com. Je ne crois pas, je crois que les slogans sont nécessaires. Je crois que réagir, par exemple, qu'il n'ait pas réagi sur Alep, je trouve que c'est une erreur. Étant donné la réputation qu'on lui faisait vis-à-vis de Poutine, il devait réagir sur Alep, avoir un discours. Il devait réagir dans toutes les situations. Mon avis, c'est il a tort de ne pas réagir et de ne pas se construire une personnalité, au-delà des réformes qu'il propose, une personnalité de président qui soit dans la continuité du roman national. Et qui doit inclure, Hervé Lebras, je reviens à ce point important, une part de rêve. Encore un internaute qui vous dit « Mais François Fillon oublie qu'on ne gagne pas une présidentielle sans mettre une part de rêve, de cœur même dans ses discours. » Oui, le danger avec les parts de rêve, Hollande en a mis un certain nombre, c'est qu'ensuite on ne les réalise pas. C'est aussi le danger des rêves, c'est qu'ils s'écartent de la réalité. Donc peut-être que maintenant les électeurs, et on le voit avec l'élection de Trump, adorent le rêve, mais ils seront quand même confrontés à la réalité qui suivra le rêve. Ils n'aiment que ça. Oui. Et quel est le président, quel est l'homme politique qui n'a pas conquis le pouvoir avec des rêves? Mitterrand avait dit « changer la vie », c'était quand même pas mal comme rêve. mais certains ont quand même réalisé des petits bouts de rêve. Ils ont donné l'impression, ou ils ont donné la manière dont ils allaient réaliser en partie ces rêves. Et depuis quelque temps, je trouve que c'est plutôt des rêves qui sont vraiment très haut dans la stratosphère et dont la réalisation n'a pas du tout commencé, ni même vu le jour. Et je dirais que c'est la même chose. Ça commence à Chirac d'une certaine manière. Et ça se poursuit avec Sarkozy, où il y a un bilan honorable, mais la plupart des propositions faites en début de quinquennat n'ont pas été actées. Et avec Hollande, c'est devenu encore pire. Donc la part de rêve, je serais de ceux qui commencent à m'en méfier. Je trouve le plus grave chez Hollande, c'est la fonction. On a l'impression que les institutions de la Ve République se sont peu à peu effondrées. Et maintenant, les gens parlent d'une 6e République, disent qu'il faut changer tout le système, il faut changer le système électoral. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est simplement parce qu'on a eu affaire, franchement, à quelqu'un qui n'était pas digne de cette fonction. Là, je suis très sévère, mais c'est vrai. C'est épouvantable. Et c'est tellement épouvantable qu'il ne se représente même plus. Et je trouve que ce refus de la responsabilité d'un échec, et après tout, échouer quand on a suivi ses convictions, il y a pire. Eh bien là, je trouve que c'est, d'un point de vue de l'histoire, bon, vous qui êtes historien, eh bien d'un point de vue de l'histoire, je trouve que c'est quelque chose de très navrant. Moi, ce qui me choque alors, dans la toute dernière période, c'est qu'il n'assume pas le fait qu'il était non seulement l'ancien président du parti, secrétaire général du Parti socialiste, qu'il est socialiste, il devrait être dans la campagne complètement. Et là, je trouvais absolument choquant, il était dans une émission de variété pendant que le débat se spectacle de Michel Drucker. C'est un côté Néron. C'est un côté Néron. Oui, et puis c'est surtout ce côté... mais bien sûr. Non, mais tout m'a choqué, qu'il ne se présente pas. Et sans passer par la primaire, il n'avait pas besoin de passer par la primaire, il avait dit « je me présente » et qu'il assume son échec. Un point, c'est tout. Au moins, vis-à-vis du Parti socialiste, il n'y avait pas ce désordre épouvantable, ce caractère grotesque et ridicule qu'on assiste maintenant avec la primaire socialiste. Oui, mais c'est aussi pour ça que, d'une certaine manière, il faut que celui qui va assurer, au fond, le gouvernement de la France
n'apparaissent pas comme jouant trop perso, si on peut dire. Et apparaissent comme vraiment quelqu'un qui incarne aussi l'ensemble des Français. Je trouve, il n'y a pas simplement Hollande était choquant, mais quand Jospin a appris la triste nouvelle à l'issue du premier tour et qu'il a dit « j'arrête net », c'était choquant. Il aurait dû dire « je me mets au service de mon parti pour essayer de rattraper cette erreur que j'ai sans doute commise ». Mais il n'a pensé qu'à lui. Et je trouve ce sont les gens qui se battent pour des idées, et à partir du moment où on se bat pour des idées, on n'a jamais perdu. D'abord, tous les gens, enfin, prenons un exemple de quelqu'un qui s'est battu pour de belles idées, c'est Jésus. Bon, il a perdu, on ne peut pas dire que ça soit un échec. Non, mais témoignage, je peux on ne peut pas dire que ça soit un échec. Un peu d'enquête et de sondage sur son Napoléon, cas. prenons l'exemple. Je vous propose qu'on en débatte une autre fois. Restons encore sur la droite et ce que veulent les Français. Parce qu'il y a eu aujourd'hui, Hervé Lebras, c'était dans Les Échos, une grande enquête annuelle qui a été publiée. C'est le baromètre de confiance du CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po, et qui montre que les Français, j'en parlais tout à l'heure, ont un besoin, une envie d'autorité et même plus. C'était assez particulier dans cette enquête. Les Français sont prêts parfois à mordre, je fais bien attention à mes mots, je les pèse, mordre un peu sur la démocratie pour avoir une autorité, une verticalité plus importante. Oui, je pense que c'est une vision là assez abstraite, le mot autorité pour eux abstrait. Le jour où cette autorité se manifestera réellement, j'attends de voir s'ils seront aussi heureux de cette autorité. Ceci dit, on assiste aussi à un vrai problème démocratique, pas simplement en France, mais dans l'ensemble du monde. Il y a vraiment une difficulté maintenant à accepter la démocratie. Et je crois qu'il faut, je vais remonter au-delà de Jésus, je crois qu'il faut relire Aristote et la politique d'Aristote, parce que Aristote déjà disait que le gouvernement démocratique, c'est très fragile et que très souvent ça bascule vers une demande d'autorité à cause justement des démagogues, d'une part, peut-être c'est ceux qui font trop rêver au départ, mais aussi à cause du fait que les classes populaires ont un nombre de voix considérable. C'est quand même le fait même de la démocratie, c'est que les plus pauvres sont plus nombreux que les plus riches dans toutes les sociétés. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un problème d'autorité, notamment quand on voit que chaque année, il y a 1200 voitures qui sont brûlées et que finalement, on s'accommode, on se dit finalement, après tout, il n'y en a que 1200, il pourrait y en avoir plus. C'est quand même effrayant comme problème d'autorité. Parce que on voit ça de loin, bien entendu, mais pour chaque personne, c'est un drame qu'il voit sa voiture brûlée, qui n'est pas remboursée. C'est effroyable. Donc je pense que quand même, ce problème de l'autorité, c'est ce que les gens voudraient obtenir des politiques, c'est qu'ils soient au contact de leur réalité quotidienne. Vous savez ce qu'Auguste, l'empereur Auguste... Je vais vous donner une formule de l'empereur Auguste. On est gâtés ce soir, allez-y. Auctoritas nec potestas, c'est-à-dire que la véritable autorité, c'est justement celle qui n'a pas besoin de moyens pour se faire obéir. Donc si c'est cette demande-là, qui est la demande d'avoir une autorité, comme on dit d'une personne, mettons, on va dire d'un savant, c'est une autorité. C'est pas parce qu'il exerce un pouvoir, c'est parce qu'il a, par ses qualités et par la manière dont il travaille, il a cette autorité. Alors si c'est cette demande-là, je suis entièrement d'accord avec les Français. Si c'est une demande de perdre, d'être soumis à un pouvoir plus, cette fois-ci, autoritaire, je ne suis pas sûr que les Français soient entièrement d'accord. Autorité et rêve, pour finir sur cette notion, c'est Frédéric Dubois qui vous dit, Jean-Marie Ravoir, plutôt que parler de rêve, parce qu'il y a eu trop de déceptions, comme vous l'avez dit, je crois que c'est d'espoir que les gens ont toujours besoin et encore plus besoin. Il a raison, cet internaute. Bien sûr, mais on parle de rêve, on parle d'espoir, c'est un peu, ils ont besoin d'une espérance. Je crois que la vie aujourd'hui, par sa complexité, par justement toutes les menaces qui pèsent sur elle, je crois que les gens ont besoin de se dire, au fond, la vie n'est pas complètement matérielle, c'est pas complètement par des réformes qu'on va résoudre les problèmes. Il y a une carence du spirituel, il y a une carence que beaucoup d'émissions de télévision nous montrent en ce moment, c'est le paysage télévisuel est quand même effroyable. Je crois que ça fait que... merci de le dire ici, n'est-ce pas? Ici, nous y sommes. Et bien sûr, je me permets de le dire, sinon je ne le dirais pas. Non, c'est vrai que c'est le paysage d'aujourd'hui, un paysage matérialiste qui manque de spirituel. C'est vrai que je comprends que les gens aient besoin d'espérance.
Oui, je dirais qu'ils ont besoin effectivement aussi de perspective peut-être. Et c'est là que la perspective est quelque chose qui est plus réel que le rêve, mais qui est quand même assez lointain. Et on leur donne assez peu de perspectives. Et quelque part, l'information, quelque part, les élections, c'est du très court terme. Et ils n'ont pas quelque chose qui est une vision, une perspective, c'est à 10, 15, 20 ans. Voilà comment on veut que le pays soit. Et regardez la culture, c'est une chose quand même si importante pour donner des perspectives. Qu'est-ce qui donne le plus de perspectives? C'est l'art, c'est la littérature. Et regardez à quel point c'est absent du programme des hommes politiques, de tous les hommes politiques. Je dirais qu'il y a une chose pire au fond, qui est plus de mon domaine, puisque primitivement j'étais mathématicien, c'est il y a une absence de la science. Or, s'il y a bien un domaine où les perspectives sont quand même très souvent enthousiasmantes, c'est la science. Si je peux me permettre, du côté de par exemple le gouvernement. Du côté de François Fillon, on sait qu'il a été adepte en tous les cas des progrès technologiques. Oui, il l'est, mais regardez autour des hommes politiques. Regardez dans le gouvernement. Dans le gouvernement, vous avez une seule secrétaire d'État qui a un doctorat S-sciences. Dans le gouvernement chinois, vous avez 5 ministres qui ont un doctorat S-sciences. C'est pas exactement la même conduite des affaires. La science vous projette justement dans des perspectives d'avenir qui sont des perspectives longues. À la fois avoir un esprit cartésien et puis le goût de la littérature, évidemment. D'ailleurs, ce n'est pas exclusif, c'est souvent les deux vont de pair. Exactement, avec des synergies importantes. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat, cette analyse passionnante. Merci à vous. La suite de votre émission. Eh bien, à suivre pour aller plus loin, c'est le grand entretien et puis la revue de presse. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité du jour. L'homme qui a giflé Manuel Valls lors d'un déplacement hier à Lamballe en Bretagne a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général. Il a comparu sous la procédure du plaidé coupable, ce qui permet d'éviter un procès. L'ancien Premier ministre avait annoncé son intention de porter plainte pour le symbole. Il reçoit 1 euro symbolique de dédommagement. Bernard Cazeneuve. À l'heure de la primaire socialiste, le Premier ministre s'est posé en garant du débat démocratique lors de ses vœux à la presse. Vous me prêtez des sentiments pour les uns ou des préventions à l'encontre des autres que je n'ai pas. Parce que pour moi, la vie politique n'est pas une querelle d'ego. Et j'ai pour grande faiblesse d'avoir beaucoup de bienveillance à l'égard de ceux qui, dans la vie publique, débattent entre eux. J'ai tendance, naturellement, à mettre beaucoup d'espoir dans les échéances qui viennent et dans la qualité de ceux qui y concourent. Front National. Lors d'une visite de l'usine Forbach en Moselle, Marine Le Pen s'est félicitée de l'option d'un Brexit dur voulu par Theresa May et des prises de position de Donald Trump. En réalité, ils sont en train d'appliquer le programme de Marine Le Pen. C'est ça la réalité et ça marche très bien puisqu'en un tweet, Donald Trump a réussi à opérer et à obtenir plus de relocalisation aux États-Unis que M. Sarkozy et M. Hollande en 10 ans de mandat. Au Sénat. C'est l'un des derniers textes voulus par François Hollande, celui sur l'égalité réelle entre la métropole et l'outre-mer. Le gouvernement entend combler les écarts dans les domaines de l'éducation, la santé et le pouvoir d'achat. Le sénateur socialiste de Guyane espère que le texte va passer la barrière du Sénat, car certaines inégalités durent depuis trop longtemps. J'espère que nous arriverons à trouver de très bons accords pour inverser la tendance, parce que c'est de là qu'il s'agit. Lorsque dans nos territoires, je parle particulièrement de la Guyane, 15% de la population est privée d'eau potable alors que la Guyane c'est le pays de l'eau. Le terme Guyane même ça veut dire pays de l'eau. Eh bien ça pose c'est une véritable interrogation et ça interpelle l'État français qui est un pays qui a la Guyane sous sa responsabilité depuis 3 siècles et demi, bientôt 4 siècles. Ségolène Royal. En dépit du froid, il n'y aura pas de coupure d'électricité. C'est ce qu'assure Ségolène Royal, qui se félicite du bon rendement des énergies renouvelables. Les Français ont économisé l'énergie. Et ça, je voudrais les en féliciter, leur dire de continuer. Il faut continuer à économiser l'énergie. Pour la première fois cette année, il n'y a pas eu d'augmentation de consommation énergétique. Alors tous les ans, on avait une augmentation.
Et c'est l'heure de la revue de presse. On découvre ensemble les unes de vos quotidiens. D'abord, Ouest France avec la primaire de la gauche, ce qu'ils proposent, les 7 candidats avec leur programme détaillé. Libération à présent, qui s'intéresse au phénomène Macron et à ses supporters. Pourquoi il marche? Ces meetings font salle comble. Enquête sur ses électeurs séduits par l'ancien ministre de l'économie. Le Point, presque la même une, mais cette fois-ci ce qu'il a dans la tête. Macron à la loupe. Enfin, l'Obs s'intéresse aux relations Trump-Poutine, les secrets d'un couple infernal. Voici pour la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invitée ce soir est la directrice générale de l'IFRAP, c'est la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Bonsoir et bienvenue Agnès Verdier-Molinier. Vous êtes l'auteur de ce livre, Ce que doit faire le prochain président, chez Albin Michel. On va en parler en détail. Vous avez remarqué dans cette campagne, comme dans les autres d'ailleurs, qu'on qualifie souvent les programmes des différents candidats. Pour François Fillon, ses adversaires parlent d'une purge. Lui revendique sa radicalité, qu'il assume. Et vous, si vous deviez, vous n'êtes pas responsable politique bien sûr, mais si vous deviez définir vos mesures qui ressemblent à un programme, que diriez-vous ? Moi, je dirais que c'est assez équilibré finalement, que l'idée est que d'un côté, il faut absolument baisser la dépense publique pour pouvoir baisser la pression fiscale si on veut lutter contre le chômage. Donc tout simplement, ce programme, c'est un programme qui serait un programme plutôt contre le chômage et la pauvreté. Alors c'est pas comme ça que les gens le perçoivent de l'extérieur. Vous expliquez, à chaque fois que vous avez ce mot d'ultralibéralisme accolé tout le temps. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'analyse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre le chômage si on a une sphère publique, des administrations publiques qui sont trop lourdes et qui, à la fin, pèsent sur la compétitivité de nos entreprises, dissuadent les entrepreneurs de créer en France, d'embaucher en France. Et à la fin du on voit qu'il y a un problème de délitement de l'industrie, des PME qui sont sous-traitantes et donc des zones avec du chômage à plus de 12%. Ça existe en France, voire même encore plus. Et donc, des moyennes à 12% dans certaines régions, c'est le cas. Et là, la question, c'est comment on fait pour sortir de cette spirale. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit dans la campagne qu'on a l'impression que tout le monde a un peu baissé les bras et qu'ils ont assimilé l'idée qu'on serait à un chômage toujours autour de 10%, au lieu de se dire comment je renverse finalement la table et comment je fais pour que ce chômage baisse. Alors vous dites renverser la table, c'est le cas dans votre livre et je vous reçois depuis un certain temps, de nombreuses années, et donc je connais un petit peu l'éventail de vos différents livres. Donc Agnès Verdier-Molinier, quand on voit un petit peu cette série, on a envie de vous demander le choc ou la thérapie de choc, jusqu'où faut-il aller pour administrer cette potion, malgré tout un peu amère pour guérir le malade avant qu'il ne meure. Jusqu'où, tout simplement, déjà, ouvrir les données publiques. C'est-à-dire que ce qui est incroyable dans le travail qu'on fait avec mon équipe à la Fondation IFRAP, c'est que chaque fois qu'on se tourne sur une politique publique et qu'on essaie d'avoir des informations, elles nous sont refusées. Et on est obligé de saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour pouvoir rentrer dans finalement l'analyse de ces politiques publiques. Donc déjà, il y a une fermeture totale pour donner les informations. Les bilans sociaux des collectivités locales, des communes, des régions, des départements qui montrent l'absentéisme dans les collectivités. On a dû attendre des années avant de pouvoir les récupérer. Vous l'expliquez, il y a deux possibilités. Soit ils vous cachent des choses, soit ils ont peur du traitement que vous effectuez parce qu'ils jugent que vous les instrumentalisez. Parce qu'il y a dans l'administration française cette logique de rester un peu entre soi, de ne pas dévoiler ses données de gestion, de ne pas donner véritablement ses comptes, de ne pas dire comment on gère l'argent des Français, alors que dans les pays scandinaves, dans les pays anglo-saxons, donc partout dans le nord de l'Europe, on est dans une logique où on dit il faut rendre des comptes aux citoyens. Et c'est en train de changer, heureusement. Mais voyez, encore aujourd'hui, pour savoir combien d'heures sont travaillées annuellement par les agents d'une commune ou d'une administration, c'est très difficile. Et c'est pas du tout quelque chose qui est ouvert, qui est publié sur Internet, etc. Et sans vous parler de tous les dossiers qu'on essaie d'avoir sur l'éducation nationale, par exemple. La transparence, qui est d'ailleurs le support de vos études. Parlons juste un mot avant d'entrer dans les détails du livre, de l'IFRAP, justement, cette fondation. Vous travaillez avec des chercheurs. Est-ce que ce sont des chercheurs qui ont une étiquette? Est-ce qu'il y a une orientation que vous assumez? Alors, vous pouvez dire libérale, de droite, tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'elle est assumée?
Alors, ce ne sont pas des personnes qui sont des personnes militantes, ce sont des personnes passionnées de politique publique. Et ce sont à la fois des salariés, un petit nombre, puisqu'on n'est que 6, donc c'est une petite fondation, mais beaucoup de bénévoles, c'est ça qui est très important. Et beaucoup de bénévoles qui viennent aussi du secteur public. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne aussi aujourd'hui, c'est que le travail que nous faisons... Ils sont un peu schizophrènes alors? Non, au contraire, ils ont compris qu'il faut faire des réformes. Et de plus en plus d'agents publics au sein des administrations, au sein des collectivités locales, au sein des grands ministères, à Bercy, sont persuadés de ça. Et même dans les grands corps de l'État, au Conseil d'État, à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances, à l'IGAS. Alors, Agnès Verdier, sans forcément faire d'eux des épouvantails, puisque parfois, quand vous parlez de ce statut de la fonction publique, on a l'impression que c'est l'épouvantail qu'il faut agiter pour dire « Oh là là, c'est à cause d'eux qu'on est dans cette situation, et une fois qu'on va réformer tout cela, ça va résoudre tous nos problèmes en France. » C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos administrations, il y a des moteurs de réforme. C'est sur eux qu'il va falloir s'appuyer pour faire avancer ces réformes. À l'intérieur des administrations, il y a des agents qui reconnaissent que le statut est plus un carcan qu'un moteur aussi pour eux, pour être meilleurs, pour avoir une meilleure qualité de service public. Beaucoup d'agents, même des directeurs d'hôpitaux, des directeurs généraux des services dans des collectivités, n'attendent qu'une chose, c'est justement de pouvoir évaluer leurs agents, de pouvoir leur donner des primes au mérite, de pouvoir leur donner des primes de présentéisme. Aujourd'hui, le carcan du statut ne le permet pas. Vous ne pouvez pas rémunérer en fait un agent comme vous le souhaitez sur le terrain. Et ça va de plus en plus être un sujet, parce qu'en réalité, il faut arriver à motiver les équipes pour qu'elles soient le plus possible au service des citoyens français. Oui. Et ça, c'est quelque chose que le statut ne permet pas. Mais il y a ce que vous dites, il y a la culture ici en France et ailleurs, la motivation, l'efficacité, le rendement n'est pas forcément synonyme de fonction publique où on attend tout à fait autre chose, qui est parfois un service public. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rentable, qu'il n'est pas efficace, si je puis dire, mais les deux cultures ne coïncident pas pour le moment. Alors, vous nous proposez un logiciel totalement différent. C'est un logiciel différent, mais c'est un logiciel aussi qui correspond au XXIe siècle, c'est-à-dire un service public de qualité. Pourquoi l'histoire irait dans votre sens? Eh bien, parce que tout simplement, vous voyez, sur l'école, les parents, les élèves, les grands-parents se rendent bien compte qu'aujourd'hui, il y a une baisse de qualité de l'école et qu'on a envie d'évaluer cette école, qu'on a envie de se dire, tiens, est-ce que j'ai envie de mettre mon enfant dans cette école et pourquoi est-ce que je serais obligée de mettre mon enfant dans cette école qui est sectorisée à cet endroit-là, alors que finalement, j'ai l'impression qu'il serait mieux dans une autre école. Donc la liberté de choix aussi, l'information que les citoyens ont aujourd'hui qui est beaucoup plus importante. Donc il y a cette attente énorme vis-à-vis d'un service public parce qu'il y a aussi un poids de l'impôt qui est très important et qu'en face de l'impôt que vous payez, aujourd'hui, les citoyens attendent une qualité de service public. Et quand ils voient qu'au niveau éducation ou qu'au niveau transport ou qu'au niveau de la cantine scolaire, mais aussi par exemple au niveau de leur hôpital de secteur, eh bien la qualité n'est pas au rendez-vous, ils commencent à poser des questions. Vous avez totalement raison et je crois que ce discours, tout le monde peut le comprendre. Donc, prenons le cas de l'école. Si on va commencer justement à faire cette échelle qui est importante quand on est parent et pour les enfants, imaginez les écoles qu'on va moins bien classer, moins bien juger, on va tout simplement les laisser de côté. Et puis pour les parents qui vont devoir mettre leurs enfants là pour des questions de proximité, de manque de moyens, ça va être terrible. On va créer des différentes classes. Mais la question, c'est justement de tirer tout le monde vers le haut. Et ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est-à-dire que on voit très bien que dans l'école française, on a mis beaucoup plus de moyens que dans d'autres pays. On a fait une comparaison avec l'Allemagne. On dépense des milliards de plus qu'en Allemagne. On regarde l'école privée sous contrat en France par rapport à l'école publique. L'école privée sous contrat coûte beaucoup moins cher. Si vous mettiez le même tarif par élève dans le public que dans le privé sous contrat, vous économisez de l'ordre de 30 milliards d'euros par an. C'est considérable. Tout ça parce que les retraites des professeurs du public sont plus chères que celles des professeurs du privé, etc. etc. On va pas détailler. Donc, ce n'est pas une question de moyens. C'est aussi une question de pédagogie. C'est aussi une question de discipline. C'est aussi une question de cohésion de l'équipe pédagogique. Et ça, beaucoup de rapports le montrent. Et aujourd'hui, l'école a besoin de plus d'autonomie et d'être décentralisée.
centralisé. Le fait d'avoir centralisé tout au niveau de la rue de Grenelle avec un ministère unique pour l'ensemble du territoire, avec un morcellement aussi des responsabilités, avec les communes qui s'occupent des murs des écoles primaires, les départements qui s'occupent des murs des collèges, mais aussi de tous les personnels techniques, mais pas des professeurs. Chacun finance un petit bout et personne n'est vraiment responsable. Donc demain, si ce sont les communes et les régions qui s'occupent de l'enseignement et de la qualité des écoles, qui peuvent aussi expérimenter, c'est-à-dire dire, voilà, cette école, ce collège, ce lycée, il y a un problème. Eh bien, peut-être on peut déléguer la gestion à d'autres gestionnaires extérieurs et voir si, avec le même argent, ça ne marcherait pas mieux et si les élèves n'auraient pas un meilleur avenir. Et ça, je crois que les Français sont tout à fait prêts à tester des nouvelles solutions. Alors, il y a ces sujets-là, et puis il y a l'autre, si je puis dire, épouvantail, qui revient souvent dans vos livres, c'est le syndicat, les syndicats, là encore, réformés. Et par un coup de baguette magique, on va encore résoudre tous les maux maïx de la France. Déjà, je crois que les salariés français n'ont pas les syndicats qu'ils méritent. Et d'ailleurs, ils n'en sont pas contents puisqu'ils n'adhèrent pas à ces syndicats. Les dernières élections professionnelles étaient désastreuses. Là, dans les TPE, il y a eu une participation extrêmement faible. Et puis là, vous voyez bien les chiffres aussi sur l'adhésion des salariés du privé, c'est à peine 5%. Alors, on est vraiment tout au bout du classement des pays européens. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là ? Parce que nos syndicats ne sont pas finalement dépendants du financement de leurs adhérents. Parce qu'ils reçoivent du financement de tout ce qui est le paritarisme. Qu'est-ce que c'est le paritarisme ? C'est la cogestion de la sécurité sociale, en gros, si on schématise, entre les syndicats du patronat et les syndicats de salariés. Et grâce à ça, grâce à la formation professionnelle, ils récupèrent une partie des deniers. Vous voulez donc les responsabiliser non, mais surtout, supprimer les financements publics en réalité. Supprimer les financements publics et les remplacer par un chèque syndical que chacun d'entre nous paierait au niveau du syndicat auquel il adhère, avec une participation employeur-employé. Et là, vous auriez des syndicats réformateurs, parce qu'on a des syndicats qui sont devenus politiques. Alors c'est ça la question, mais je voulais exactement vous faire dire ce mot-là, et vous y arrivez sans que j'ai besoin de le faire. Mais Agnès Verdier-Molinier, donc vous voulez choisir les syndicats, vous les voulez réformistes, vous voulez ceux qui ont accompagné, et c'est une chose, c'est très bien de le dire que ce soit clair, ceux qui ont accompagné la loi travail. Mais il y a aussi ceux qui sont descendus dans la rue. Il y a eu des milliers, peut-être un peu plus, de Français qui voulaient d'autres syndicats, qui les ont défendus sur cette loi de travail. Est-ce que ce n'est pas là aussi la démocratie, justement, ne pas avoir seulement ces syndicats que vous appelez réformistes, mais avoir les autres également? Mais vous voyez, c'est intéressant parce que là, on entend beaucoup de réformes qui sont proposées. C'est la campagne présidentielle, donc c'est normal. Et on voit déjà le leader de la CGT qui nous dit... si vous mettez en place ces réformes ou si vous osez imaginer mettre en place ces réformes, on sera dans la rue. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Je pose une question. Est-ce que ce n'est pas aussi un système, j'allais dire, de veille, de garde nécessaire ? Mais non, parce qu'en réalité, on est dans du syndicalisme totalement politique. Et on n'est pas dans du syndicalisme d'accompagnement. Oui, mais justement, quand vous dites accompagnement, vous le choisissez également. Mais non, puisque vous choisissez celui quand qui va accompagner la réforme du gouvernement. Un grand nombre d'adhérents et avec vraiment une représentation des salariés qui ont adhéré, qui ont choisi d'adhérer à un syndicat, vous avez une représentation qui est cohérente, qui fonctionne sur une base qui est large. Aujourd'hui, vous avez des syndicats qui regroupent à peine 500 000 salariés du privé, quand vous avez dans le privé de l'ordre de 16 à 17 millions de salariés. C'est rien du tout. Donc il y a vraiment un problème de représentativité. Et quand vous regardez toutes les dernières réformes qui ont été tentées, on voit bien que les Français ne sont pas si opposés aux réformes que les syndicats veulent bien le dire. Et que souvent, sur la loi travail mais souvent, il y a une instrumentalisation aussi du débat. Et des deux côtés. Et je crois qu'on mériterait d'avoir des réformes qui soient à l'aune de ce qui s'est passé dans les autres pays, qui ne soient pas bloqués en permanence par le syndicalisme. Dans d'autres pays, notamment en Allemagne, vous ne pouvez pas avoir des grèves politiques dans les services publics, comme on l'a vu ces derniers temps, des services publics qui sont bloqués, qui ne sont parfois même pas concernés par les réformes qui sont mises en place, et où il n'y a finalement même pas la majorité des salariés des services publics en question qui sont pour la grève. Donc
là, c'est quelque chose qui n'est pas cohérent. Voilà. En tous les cas, vous défendez avec conviction vos réformes à travers vos livres, à travers l'IFRAP. Et Agnès Verdier-Molinier, avant de vous recevoir, j'ai reçu non pas un déluge de réactions sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de réactions, non pas pour s'étonner, mais pour se demander pourquoi une telle audience à la télévision, sur les médias et à la une des journaux. C'est vrai qu'on vous voit beaucoup, qu'il n'y a pas de pendant à l'IFRAP. Il n'y a pas un think tank, j'allais dire, il y a Terra Nova, mais qu'on va décrire plus social, démocrate, libéral. Et il n'y a pas un think tank beaucoup plus ancré à gauche. Comment vous expliquez ce manque dans notre société aujourd'hui? Alors, Terra Nova était quand même très en pointe pour la campagne de 2012. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Mais oui, mais parce que peut-être qu'il y a aussi... Une forme d'hégémonie de l'IFRAP en ce moment. Il y a peut-être aussi le sentiment qu'en 2012, c'était la gauche qui allait vraisemblablement l'emporter. Et alors là, je ne sais pas ce qui va se passer en 2017, mais il y a souvent une alternance. Donc peut-être qu'il y a l'idée aussi qu'il y a des réformes différentes qui vont arriver et que ce ne sera pas les réformes qui ont été poussées par les think tanks comme Terra Nova ou d'autres. Mais c'est aussi l'idée, en tout cas moi je tiens à ça, à la Fondation IFRAP, qu'on soit aussi non pas simplement une équipe qui parle aux élus ou aux parlementaires, aux sénateurs, aux députés, ou à la Cour des comptes, mais aussi qui parle à l'opinion publique, au plus grand nombre, et qui explique les politiques publiques et qui en parle, parce qu'il y a une appétence énorme dans ce pays pour ces sujets-là. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences dans toute la France ces derniers mois, et je peux vous dire que c'est incroyable de voir à quel point les Français se passionnent pour ces sujets. Une appétence et une angoisse parfois pour de telles réformes, mais pour une telle passion, thérapie de choc mais qui aussi, ne passe pas encore. Mais aussi une passion. Et c'est pour ça que je propose des référendums aussi. Pour dire, voilà, il y a une élection présidentielle, certes. Il y a des mesures qui seront mises sur la table, qui sont proposées par ordonnance, par la loi, etc. Mais il y a aussi cet échange, ce dialogue qui doit être renoué en direct avec les Français, comme ça se passe dans d'autres démocraties, comme en Suisse par exemple, avec ces votations. Maintenant, on pourrait très bien avoir un grand référendum par an sur la question du financement des syndicats par les adhérents. Je propose qu'il y ait un référendum sur ce sujet. Sur la question de la fusion des aides sociales, je propose qu'il y ait un référendum. Vous savez qu'on répond souvent à la personne qui pose la question. Oui, mais justement, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que les Français souvent ont répondu plutôt à la personne en disant est-ce qu'on veut encore de cette personne ou de ce gouvernement? Parce qu'on n'a pas cette habitude du référendum régulier. Et si on avait un référendum régulier, moi je propose que ce soit tous les mois de septembre, au moins dans les 3 premières années du prochain quinquennat, eh bien ce serait très différent. Voilà une proposition parmi d'autres, contenue notamment dans ce livre, Agnès Verdier-Molinier, ce que doit faire le prochain président chez Albin Michel. Merci d'avoir été notre invité. À suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Tout de suite. Quelques couvertures, des thermos, mais pas de matériel médical. Médecins du Monde vient surtout discuter pour maintenir le contact avec ceux qui sont en rupture. Et ils sont de plus en plus nombreux. Ces dernières années, l'équipe a vu le monde de la rue changer de visage. Il y a une certaine population qu'on ne voyait pas dans la rue qui tout d'un coup s'est retrouvée sur le trottoir, notamment les femmes et les familles avec des enfants. Notre objectif, c'est dès lors que nous avons créé les places, de faire en sorte que ceux qui sont mis à l'abri rentrent dans un dispositif pérenne d'insertion. Et nous ne voulons pas, comme cela a pu être le cas pendant longtemps, que ceux qui sont mis à l'abri ressortent le lendemain alors que le froid demeure. J'appelle M. Gattaz à lire le programme de François Fillon. Manifestement, il ne l'a pas lu correctement, il n'en a pas compris l'esprit. Deuxièmement, j'entends toujours M. Gattaz se plaindre de l'excès de dépenses publiques. Le candidat qui veut la diminuer, la ramener à un niveau juste normal, il le critique. Nous attendons que la communauté internationale et aussi la politique américaine, et il ne faut pas oublier que les relations entre Israël et les États-Unis sont des relations stratégiques, quoi que ce soit le président. Ils sont l'allié numéro 1 d'Israël. De transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem-Est, ça veut dire mettre fin à la solution de 2 États. Ça veut dire clair et net. Ça veut dire une reconnaissance de l'annexation
de la Cisjordanie à Israël. Effectivement, on parle toujours d'égalité entre les Outre-mer et l'Hexagone, mais en fait, on sait très bien qu'il y a peu d'application de ce principe d'égalité. Le fait même d'en débattre, c'est déjà une victoire. Donc, c'est vrai qu'on pourrait considérer que ce texte arrive un peu tardivement, mais il fallait trouver le bon moment, il fallait trouver l'espace. Il avait 2 répétitions qui commencent à user jusqu'à l'accord de François Fillon, c'est celle-là, la dénonciation des journalistes et le terme de caricature. Vous caricaturez mes propos, c'est une caricature, sans même arriver à se renouveler sur le terme même de caricature. Donc ça doit s'arrêter. Et puis, il y a des limites à l'attaque des journalistes, même si on est dans un anti-élitisme en France. Dans un débat primaire, dans un débat sur la primaire, ça peut fonctionner. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il a laissé énormément de plumes quand il s'adresse directement à un journaliste qui le filme en disant « petite cervelle ». Et là, il perd des points parce qu'on dirait qu'il insulte le téléspectateur. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain soir, notez-le, c'est la chaîne LCP qui prendra le relais pour diffuser le dernier débat de la primaire de la gauche. Quant à moi, je vous retrouverai avec plaisir le dimanche soir pour le premier tour à partir de 20h30 avec à mes côtés Brigitte Boucher pour la présentation. Belle fin de soirée en notre compagnie.